motion. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Comme première fois officiellement faisant partie du Parti conservateur du Québec. Alors, je suis accompagnée d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur, qui fait son entrée au Parlement, donc officiellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aurai donc une question, la première question qui sera posée en Chambre. Et j'ai l'intention d'avoir un sujet qui touche à la fois les militants et les membres du Parti conservateur, les citoyens qui ont voté pour le Parti conservateur, c'est-à-dire, et à la fois le comté de Rimouski. On présente aussi une motion. On s'est dit aujourd'hui qu'on pourrait y aller avec ce qui se passe dans l'actualité également. Un article est sorti indiquant que le Parti libéral du Canada souhaite venir restreindre la clause non-obstant dans le cadre de leur congrès. Et pour nous, c'est inacceptable. Alors, déposer une motion qui, je l'espère, sera adoptée à l'unanimité par les partis, l'ensemble des groupes parlementaires et par les députés indépendants, qui va venir réaffirmer que cette clause de dérogation, bien, elle est importante, que c'est une disposition qui fait partie intégrante de la Constitution, qu'elle vise à assurer un équilibre entre les pouvoirs judiciaires, la primauté des droits aussi des citoyens du Québec, qu'on vient réaffirmer le droit du Québec d'y recourir également, incluant de manière préventive, sans ingérence ni restriction de la part du gouvernement fédéral ou de toute autre instance. Et on vient dénoncer donc toute tentative visant à limiter, encadrer ou neutraliser l'utilisation de cette disposition par les provinces, notamment par l'utilisation d'un pouvoir de désaveu ou par des initiatives politiques fédérales. Alors, on vient réaffirmer là, que toute remise en question de ce droit constituerait une atteinte directe à l'autonomie des provinces et on va souhaiter l'envoyer, si c'est adopté, notamment à Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, mais également à Scott Moe, Doug Ford en Ontario et bien sûr au Parti libéral du Canada. Merci beaucoup, Maïté. Donc, c'est un grand jour, je pense, pour tous les démocrates québécois, pour tout, évidemment, en particulier les conservateurs québécois. Puis, d'être ici aujourd'hui avec Maïté, c'est un exemple de ce qui change à partir de maintenant. Le fait que maintenant, on peut déposer une motion, elle vient de parler là, ce matin, Maïté puis moi, on s'est texté à 5h30 pour regarder l'actualité puis pour voir ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Elle va aussi poser une question un peu plus tard sur quelque chose qui est tout à fait en ligne droite là, du programme du Parti conservateur, notamment sur le privé en santé, mais aussi pour l'accès aux soins dans sa circonscription de Rimouski. Donc, les gens se demandent qu'est-ce que ça change. Bien, concrètement, là, vous avez 3 exemples aujourd'hui de ce qui va changer grâce au fait que 530 000 électeurs québécois sont maintenant représentés à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Sur ce, ça va maintenant nous faire plaisir de répondre à vos questions. C'est vrai. Monsieur Rousseau, ses excuses, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que qu'il devrait démissionner? Bien, je pense... Oui, il devrait démissionner, mais non seulement il devrait démissionner, mais ce qu'on a de la difficulté à comprendre, parce que monsieur, madame, tout le monde a de la difficulté à comprendre aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'un unilingue anglophone s'est ramassé à la présidence d'Air Canada, puis aujourd'hui, on est obligé de demander sa démission parce qu'il ne parle pas français. Il me semble que d'habitude, c'est a priori qu'on évalue les candidatures des gens qui postulent pas plusieurs années après pour se rendre compte qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires pour occuper le job. Puis c'est sûr que c'est injustifiable. Là. On demande à un agent de bar d'être bilingue, mais le président de l'entreprise ne l'est même pas. Il y a quelque chose d'un peu indécent. Ça aurait dû. J'espère que le prochain, son successeur, ils vont y penser avant plutôt qu'y penser quelques années plus tard. M. Vizina, allez-vous voter pour la motion de la CAQ? Tout à fait. Je vais consentir, donc. Oui, tout à fait. Vous parliez de privé en santé. Pourquoi ça concerne aussi les gens de Rimouski, en plus des électeurs conservateurs, ce dossier? En fait, on a des difficultés d'accès à Rimouski. Pas juste à Rimouski, là, je vous dirais. Là. Rimouski, on est somme toute chanceux. Il y a un hôpital régional, mais qui est vétuste, dans les plus vétustes au Québec, qui est au plan québécois des infrastructures depuis 12 ans minimum, pour la réfection notamment du bloc opératoire. Il n'y a pas d'hémodynamie. Les gens sont transférés vers Québec. Il n'y a pas d'alternative du privé, là, nulle part à Rimouski. Donc, les gens ne peuvent pas prendre un abonnement à des cliniques privées pour pouvoir avoir de l'accès. Ça devient un enjeu pour plein de services, mais notamment pour des services très simples. Puis il y a des initiatives de vouloir avoir des lectures de Graphi 5, des choses qui pourraient être faites à distance. Il y a des demandes de collaboration qui est faite au CIS au départ. Puis là, avec Santé Québec aussi, il y a un manque de collaboration. Donc, des initiatives qui sont portées par des médecins qui souhaiteraient avoir des lectures, par exemple,
de fractures qui viennent avant 3 semaines, 1 mois, ou des lectures de poumons, parce que c'est ça le délai en ce moment de lecture d'une graphie à Rimouski. C'est 3 semaines dans le minimum, et ça peut monter jusqu'à 3 mois lorsqu'il y a des bris de service. Il y a des initiatives qui sont portées pour que le privé puisse s'impliquer. Il y a un refus. En fait, il y a peu de collaboration. Pour moi, c'est un refus. Ça fait plus de 3 ans qu'il y a des demandes qui sont formulées pour avoir sans frais un appareil de graphie à Rimouski. Il n'y a pas de collaboration. Mais ma question, c'est plus pourquoi les gens de Rimouski n'ont pas voté pour plus de privé en santé, là? Donc, pourquoi aujourd'hui vous êtes... Les gens de Rimouski ont voté pour la CAQ. Et la CAQ, je le sais, j'en étais, promettait d'avoir des mini-hôpitaux privés, promettait aussi d'avoir la place du privé en santé. Il n'a pas livré. Et les soins de service se détériorent à Rimouski et ailleurs dans la région de l'Est du Québec. Et moi, j'avais dans le programme de la CAQ des mini-hôpitaux. J'avais du privé dans le programme de la CAQ. J'ai quitté la CAQ parce qu'elle ne remplit pas ses promesses. Vous avez approché pour être candidate en 2022. Est-ce que c'est vrai? Et comment on peut passer de Québec solidaire au Parti conservateur? C'est à vous que je m'adresse, parce que c'est quand même votre... Oui. Bien, on a répondu, là, mais je pense que c'est en 2021. J'étais mairesse. Beaucoup de candidats, beaucoup de partis souhaitaient que je sois candidate. Mais j'ai choisi et j'ai seulement milité pour la CAQ et je l'ai répété depuis 3 jours. Et depuis, il n'y a pas eu de rencontre. Là. Vous avez des discussions avec eux, vous avez envisagé d'être candidat? Écoutez, j'ai seulement milité pour la CAQ avant d'être au Parti conservateur. Du tout. Le Québec solidaire nous dit que vous avez approché, il y a eu des discussions, c'est proche d'une candidature. Est-ce que vous avez envisagé d'être candidate pour Québec solidaire? Je l'ai dit et je le répète, j'étais mairesse. Je pense que j'étais une candidature intéressante parce que plusieurs partis souhaitaient m'avoir comme candidate, mais j'ai choisi la CAQ et j'ai milité qu'avec la CAQ. Je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Là. Je sais que nos adversaires, cette semaine, essaient beaucoup d'envoyer toutes sortes d'histoires anciennes, puis essaient de déterrer toutes sortes de choses. Pour moi, personnellement, là, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le Parti conservateur parce que ça signifie là, vraiment qu'on dérange puis on a gagné la semaine. Quand les adversaires sont obligés de sortir des vieilles histoires puis essayer de nous salir de cette façon-là, je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passe réellement. Et moi, je me réjouis, puis je dis juste à nos adversaires de s'habituer parce qu'on va en gagner d'autres des semaines. Merci. M. Duhem, au curriculum vitae de votre candidate dans Montmorency. Écoutez, je veux pas embarquer dans ce cas-là parce que je sais qu'il va y avoir des actions qui vont être entreprises par les gens qui veulent se défendre, qui veulent défendre leur réputation, là, qui ont été peut-être un peu entachés par ce qui a été sorti. Là. Mais je pense que, tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a des adversaires qui disent toujours que, tu sais, ils veulent faire de la politique propre, tout ça, puis là, il arrive une candidate qui, de bonne foi, par conviction, se tient debout, s'en vient ici, puis décide de se présenter pour nous. Et là, on essaie de déterrer toutes sortes de choses pour la discréditer. Quand c'est rendu que même Éric Kerr dit qu'elle n'est pas crédible, là, ça vous donne une idée comment est-ce qu'ils sont rendus désespérés. Si c'est fou qu'ils envoient Éric Kerr pour dire que quelqu'un d'autre n'est pas crédible que lui. Vous avez jamais fait ça face à vos adversaires? Souvent. Parce que des transfuges, vous les avez dénoncés. Souvent, mais dans le cas qui nous intéresse actuellement, là, hier soir, Maïté Blanchette-Bizina et moi, on était avec 350 militants dans la pelleterie pour l'investir comme candidate conservatrice. On est en pré-campagne électorale. Tous les partis sont en train d'annoncer leurs candidats en vue de l'élection. C'est exactement ce qu'on a fait dans la pelleterie hier soir. C'est pas, on parle pas de quelqu'un qui quitte le gouvernement 3 mois après avoir été élu sous une bannière pour essayer de donner une majorité au gouvernement ou pour avoir un voyage ou pour avoir un poste comme secrétaire parlementaire ou quelque autre avantage. Là. On parle d'une femme qui, par conviction, se tient debout, se présente en vue de l'élection. Elle a fait quand même 6 mois comme indépendante, par respect pour ses électeurs, mais là, on est en pré-campagne électorale, puis les gens doivent se présenter. C'est pas vrai qu'elle va se présenter le 3 octobre pour se faire élire le 5. Là. Mais est-ce que les gens ont le droit de savoir qu'une candidate a magasiné et a regardé pour d'autres partis? Bien, écoutez, je pense que quand quelqu'un est maire d'une ville, c'est normal qu'on parle à tous les partis. Là. Moi-même, je parle à bien des maires qui n'ont pas nécessairement mes convictions politiques, puis ça se peut que j'aie des discussions puis que je leur lance à la blague, que je trouve qu'ils feraient des maudits bons candidats conservateurs. Ce qu'on a offert à Mme Non, mais écoutez, là, on commence pas à jouer. Là, un tel a dit ça, puis l'autre tel a dit le contraire, puis non, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Là, on n'a pas 12 ans. Là. Je dis pas que... Non, mais c'est la version de un contre la version de l'autre. Il y a des députés qui ont dit, on n'est pas dans le oui-dire, là. Il y a des députés, Sol Zanetti, M. Bérubé, qui ont dit qu'il y a eu des approches. C'est pas du oui-dire, là. Fait que, Non, mais écoutez, là, moi, il y a du monde que je parle à des maires à tous les jours. Là. Même hier soir, je suis pas avec un maire. C'est pas...
Non, mais c'est normal. Quand tu es chef d'un parti, tu essaies de recruter du monde. Les députés font la même chose. C'est tout à fait normal en politique de tendre des perches à des gens qui ont de la crédibilité, qui ont de l'expérience au niveau local, de leur tendre la perche pour une candidature. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Vous avez approché Québec solidaire. Parce que de mémoire, dans le texte, c'était « Vous avez approché Québec solidaire ». Mais c'est exactement le genre de... Bien, comme M. Duhem vous l'a mentionné, puis je l'ai répété, là, on parle de 2021-2022. Ça fait 5 ans. Écoutez, j'étais mairesse. Plusieurs candidats et plusieurs partis m'ont approché. Je vous demande, est-ce que dans le cas de Québec solidaire, c'est vous qui les avez approchés ou c'est eux qui vous ont approchés? En toute franchise, là, je m'en souviens pas. 2021-2022, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait, mais moi, non. Je pense que m'en souviendrai, là. Bien, exactement. C'était... Pour moi, là, aujourd'hui, ce que vous voyez, là, c'est une campagne de salissage pour essayer de discréditer une candidate qui s'est tenue debout, qui a envie de porter des valeurs conservatrices parce qu'elle y croit depuis le début. J'ai toujours défendu ces valeurs-là. Je me suis joint à la CAQ parce que c'est un parti de centre-droite qui voulait défendre les intérêts de ma région. Et ensuite j'ai quitté. Qu'est-ce qui fait que vous avez envisagé d'être candidate pour le Parti Québec solidaire, alors qu'aujourd'hui, vous êtes avec le Parti conservateur, qui est à l'autre bout du spectre? Je peux juste vous dire une chose, là. Comment ça se fait, si c'était vrai, cette histoire-là? Pouvez-vous comprendre pourquoi Québec solidaire n'a pas sorti ça quand elle s'est présentée à la CAQ? Que c'est faux. Non, mais c'est ça, mais c'est tout. Non, mais Attendez, vous dites pourquoi? une version. Mais... Moi, j'entends pas Mme Blanchette-Bézina dire que c'est faux. Mais En ce moment, on n'a pas deux versions. OK, moi, je pose une question. Si c'est vrai, pourquoi Québec solidaire l'a pas sorti? C'est ça la question que vous auriez dû poser à M. Zanetti. Pourquoi ils l'ont... Non, mais pourquoi ils l'ont... Attendez. S'ils veulent attaquer un adversaire, moi, s'il y a quelqu'un qui devait être candidat pour moi puis qui se présente pour un autre parti, que ce soit la CAQ ou que ce soit Québec solidaire, je vais le dire. Pourquoi ils sortent juste quand c'est conservateur puis ils l'ont pas sorti quand c'était la CAQ? Il faut se poser la question, là. Bien, écoutez, c'est une mairesse qui parlait à tout le monde, comme moi, je parle à toutes les maires. C'est pas ça la question. Que vous avez approché QS puis que vous avez eu des discussions avec eux. Ce que je peux vous dire, que je me souviens, c'est qu'on a soupé ensemble, effectivement. Il y avait une volonté que je me présente pour eux. Ils souhaitaient que je me présente pour eux. Mais je me suis pas présentée parce qu'il y avait des choses qui ne concordaient pas avec mes valeurs. Pour moi, il était important de défendre le privé en santé. C'en est une des choses qui, pour moi, était importante et qui ne coïncidait pas avec d'autres partis. Donc, c'est pas du magasinage que j'avais fait. C'était des gens qui m'approchaient parce que j'avais une vision qui souhaitait que certains partis souhaitaient que je porte. Puis je pense que beaucoup de maires au Québec se font approcher par beaucoup de partis. Vous avez soupé avec qui? Sol Zanetti. Donc, pourquoi si on soupe avec quelqu'un, dans cette optique-là, c'est qu'on réfléchit assez sérieusement à se présenter sous la bannière d'un parti? Écoutez, je n'ai pas milité pour Québec solidaire. J'ai milité uniquement pour la CAQ. Je le répète, là, bien franchement. Et j'avais plusieurs cartes de membres. J'ai jamais nié ça. Même en 2022, vous m'avez déjà posé la question. J'avais répondu en disant, et c'est encore la vraie chose, la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition de plusieurs horizons. Et moi, ce qui me rejoignait à la Coalition Avenir Québec et qui me rejoint au Parti conservateur, ce sont les aspects de droite, de privé en santé notamment, d'efficacité de l'État. Et ça rejoignait aucunement QS. Sur le gaz de schiste, tout à l'heure, c'est que la position du parti, je ne suis pas certain que vous avez répondu. J'ai répondu lors de mon point de presse, mais je vais le répéter. En fait, effectivement, là, j'ai pris des positions à l'époque où j'étais mairesse parce que à l'époque, il y avait une campagne aussi qui mentionnait les dangers que ça pouvait avoir, cet effet d'exploiter nos hydrocarbures. Mais comme plusieurs aujourd'hui, je pense que vous avez compris que le monde a changé. On est dépendant des hydrocarbures importés, du gaz importé, et les technologies ont changé aussi. Je l'ai vu comme ministre des Ressources naturelles, qu'on peut faire les choses correctement, exploiter nos ressources de manière convenable, avec des normes environnementales, et cesser d'être dépendant des autres juridictions. Et c'est pour ça que ma pensée a évolué comme plusieurs. Et d'ailleurs, Christine Fréchette a changé d'idée elle aussi. Moi, je pense que c'est sain aussi là, de voir que le monde évolue et qu'on a besoin d'être plus autonome d'un point de vue énergétique au Québec. La pelleterie, je comprends que c'est réglé, mais je comprends aussi où je me souviens que vous aviez flirté avec l'idée de vous présenter dans ce comté-là. Je pense que c'est quand l'affaire ça clique, là, vous aviez lancé un défi à M. Kerr. Là, c'est réglé. Où est-ce que vous allez vous présenter? Je vais vous répéter ce que j'ai dit depuis des mois. Je vais me présenter dans la grande région de Québec, puis je regarde 3 circonscriptions en particulier, dans le milieu un peu plus rural.
dire? Bien, je pense que tout le monde, vous les avez mentionnés, là. C'est pas nouveau. Ça aussi, je l'ai dit, là. C'est Bellechasse, Beauce-Nord, Port-Neuf. Beauce-Nord, vous avez eu des échanges avec M. Provençal? J'ai toujours eu des échanges avec M. Provençal. Lui-même en a déjà parlé publiquement, là. C'est pas un secret qu'on se parle régulièrement. Est-ce que vous avez eu, dans ces comtés-là, est-ce que vous avez eu des échanges avec eux? Est-ce que c'est des députés, par exemple, qui pourraient éventuellement, s'ils ne se représentent pas, vous appuyer ou vous aider à faire Il faudrait leur campagne? demander à eux. Là. Moi, je ne ferai pas de grande annonce ici aujourd'hui. Là. J'ai pas, c'est pas le facteur qui va déterminer l'endroit où je vais me présenter, si c'est ça votre question. Vous avez dit tantôt, Mme Blanchet-Dezeneuve ne va pas commencer à faire campagne le 3 octobre. Là, il y a une volonté de commencer la campagne assez tôt. Vous ne l'avez pas pour vous-même? Vous avez pas hâte de recommencer moi, je le le dis déjà que je vais être candidat conservateur. J'espère que vous ne doutez pas de ça. Là. Je pense... J'espère que je vous apprends pas ça ce matin. Là. Mais... Essayer d'aller rencontrer les gens, de commencer le porte-à-porte, etc. Bien, je vais dans toutes les... Quand t'es chef, t'es dans 125 comtés, on va se le dire franchement. Là, regardez, hier, j'étais dans la pelleterie, puis on va se promener dans la fin de semaine. Il va y avoir toutes sortes d'activités. Maïté va même être à la manifestation là, samedi contre la Coupe des Arbres sur René Lévesque, ici à Québec. Donc, on fait campagne, là, on est en campagne activement, mais le fait d'être dans une circonscription ou un autre, vous savez comme moi que les chefs, on fait pas des campagnes tous les jours dans notre comté parce qu'on a 125 comtés à couvrir. M. Gall confirme aujourd'hui qu'il ne se représente pas. Vous n'avez pas toujours été tendre, vous le connaissez de longue date. Qu'est-ce que vous retenez de son passage? Une grande déception. Puis Éric Kerr, c'est quelqu'un, effectivement, que j'ai côtoyé de proche à l'ADQ, pour qui j'avais beaucoup d'estime. J'ai même voté pour lui dans une course à la direction du parti. Et je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai de la difficulté à saisir pourquoi il n'a pas eu le courage au moment où il a réalisé que le troisième lien s'était fait rouler dans la farine, de se tenir debout pour ses électeurs, puis pourquoi il a choisi de défendre des décisions injustifiables. Pour moi, c'est malheureux, mais ça va marquer sa carrière politique. Puis autant, il y a quand même eu un grand succès au départ. Là. Rappelez-vous qu'Éric Kerr, c'était un des grands députés de l'ADQ, puis même au début de la CAQ. Puis ça finit aujourd'hui un peu sur un flat, là, puis je trouve ça triste pour lui. Mais en même temps, j'ai de la difficulté à avoir de la sympathie. Des questions en anglais, c'est pas d'anglo. Pas d'anglo. Mais merci beaucoup. Merci.